un système dans lequel les pèlerins peuvent déposer leur argent en Europe et retirer des fonds une fois arrivés en Terre Sainte. L'avantage étant de minimiser les risques de vol en chemin. C'est la première organisation bancaire internationale. Non seulement la ville de Tortosa est un important siège de l'ordre des Templiers, mais sa situation côtière lui assure un lien maritime vital avec l'Occident. David Nicholl a localisé le port antique face aux murailles du château où étaient amarrés les bateaux des Templiers. Des hommes, de la marchandise, des chevaux, des denrées alimentaires, tout pratiquement arrivait par la mer. Mais aussi les communications apportées par les messagers au quartier général des Templiers avec leurs rapports sur ce qui se passait de l'autre côté en Occident. Notre simulation par ordinateur vous montre le port de Tortosa tel qu'il devait être à l'époque des Templiers. Il y a 800 ans, les vagues léchaient le mur d'enceinte du château, permettant le déchargement des hommes et des marchandises directement dans la cité. Depuis, ces murs se sont fondus dans l'urbanisme de Tortosa. Un effort d'imagination est nécessaire pour deviner les demeures médiévales qui se dressaient ici. Des documents de l'époque attestent de la présence à cet endroit d'une impressionnante salle bâtie par les richissimes Templiers. C'est là qu'on décidait des tactiques militaires pour défendre le territoire. Paul Crawford cherche des vestiges de cette salle immense, phagocytée par une multitude de petites demeures contemporaines. J'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière ce mur, mais c'est chez quelqu'un maintenant. Bonjour, je peux entrer? Une fois ici, voyons si on peut monter. Ils ont construit leur maison dans une partie de l'ancienne grande salle. Regardez un peu, c'est formidable. C'est surréaliste. Les gens vivent directement contre les murs de cette salle des Templiers. Tout en haut, les voûtes témoignent du style architectural gothique chéri par les Templiers. Les voûtes de la grande salle ont été bâties à partir de pierres cunéiformes, c'est-à-dire taillées en biais, de sorte à pouvoir être montées en arrondi. La clé de voûte tient grâce à la pression des pierres. C'est elle qui maintient l'ensemble en place. Sans elle, la voûte s'effondrerait. Le poids des arches repose sur de puissants piliers. Si on suit les lignes de cette voûte vers le bas, on devrait retrouver l'emplacement du pilier correspondant. Voyons voir, par ici. Peut-être derrière cette porte. Tenez, regardez ces décorations sculptées, c'est magnifique. Vous voyez? Imaginez-vous un peu, 5 mètres plus bas, en train d'admirer ce travail d'art. C'est de toute beauté. Autant d'indices ayant permis de reconstituer virtuellement la splendeur de cette grande salle. Il y a 800 ans, elle devait grouiller d'activité, les Templiers complotant contre le grand chef musulman, Saladin. On peut imaginer que des chevaliers étaient assis à de longues tables, à réfléchir à leur stratégie. Je vois bien la scène en 1188. Ils discutent et un éclaireur entre en courant et crie « Saladin approche !» et les chevaliers bondissent vers leur poste. Des guerriers religieux qui empoignaient alors leurs armes et livraient combat à la vie et à la mort pour défendre Tortosa contre ses ennemis. Mais pour les Templiers, la prière avait autant d'importance que le combat. Enfoui quelque part dans les murailles du château, il doit donc être possible de trouver les vestiges d'une chapelle. Paul Crawford espère bien les découvrir. Ça y est, on y est. Regardez là-haut. C'est incroyable de pister l'indispensable lieu de culte et de le découvrir perdu dans un petit coin anonyme de Tortosa. Et dire que personne n'a prié ici depuis des siècles, c'est génial, magnifique. Fait étonnant, la chapelle des Templiers est toujours utilisée, mais comme demeure. Les gens se sont installés ici en appuyant des pans de leur habitation dans sa structure, un peu comme des nids de guêpes profitant du toit d'une grange abandonnée. Autant d'ajouts dissimulant la taille réelle de cette chapelle, sans compter que des siècles de décombres ont surélevé de 4 à 5 mètres le sol, comme en atteste l'aplomb de ses fenêtres. Nous avons pu reconstituer la somptueuse chapelle des Templiers.
Sa taille devait être colossale, 25 mètres de long par 9 de large pour une hauteur de 15 mètres. La taille et la magnificence du bâtiment témoignent du rôle prépondérant de la prière dans la vie des Templiers. À la base du château se trouvait le donjon. Cet ouvrage massif, qui faisait sûrement office de centre névralgique militaire dans la forteresse, dominait toute la ville. Aujourd'hui, ce bâtiment colossal a plus ou moins été dénaturé par 8 siècles de conflits et de remaniements. L'historien David Nicholl pense avoir localisé les vestiges du donjon. Ses recherches le mènent dans des recoins abandonnés depuis des siècles. Nous sommes ici au cœur de l'ancienne tour. Ce n'est pas évident d'avancer là-dedans, puisque l'endroit n'a jamais été déblayé. Et je ne pense pas qu'on s'y soit aventuré depuis des siècles. Tiens, il y a une porte. David avance à tâtons dans le sanctuaire du donjon. En cas d'invasion de la ville, ce lieu était le dernier endroit où les Templiers pouvaient se retrancher. C'est ici qu'il faut chercher d'éventuels indices sur leur mode de survie pendant un siège. À en juger par la résonance, c'est plein d'eau au fond, et l'ambiance est un peu glauque. Vous entendez la réverbération de ma voix? J'aperçois des marches descendant directement dans l'eau. Ça donne la chair de poule. David vient de faire une découverte étonnante. Un réservoir toujours rempli d'eau, des siècles après la disparition des Templiers. Ça fait quelle profondeur? C'est profond, je n'irai pas m'y tremper. Au cours d'un siège, il pouvait arriver que les chevaliers soient acculés pendant des semaines près de ce réservoir, qui assurait alors toute sa fonction vitale. À côté se trouve une autre cavité. Y compris dans les profondeurs du donjon, la qualité architecturale de l'ouvrage reste remarquable. Quelle noblesse dans ses formes. Regardez, vous ne seriez pas fier d'avoir ça dans votre église? David vient de pénétrer dans l'armurerie. Au sommet de ces voûtes se trouve une petite trappe d'accès secrète par laquelle les Templiers pouvaient s'approvisionner en épées, boucliers et arbalètes. Ensemble, le réservoir d'eau et la cage d'armes dissimulée au fond du donjon de 18 mètres de côté représentaient la dernière ligne de défense des Templiers. En 1188, leur grand ennemi Saladin lance l'assaut sur Tortosa. Si la ville et les murailles cèdent, le donjon avec ses 4,50 m d'épaisseur résiste aux assaillants. Sa solidité témoigne de son style architectural. Voilà donc comment, pour la première fois, une équipe d'historiens a pu reconstituer l'antique ville templière de Tortosa afin de la faire revivre virtuellement. En redécouvrant la Tortosa des Templiers, nous avons pu confirmer, de par la proximité entre son château et sa chapelle, sa double vocation militaire et religieuse. Depuis Tortosa, le pouvoir des Templiers rayonnait sur un réseau de châteaux et de villes chrétiennes partout en Terre Sainte. Pourtant, le pilier de ce réseau n'était pas le château, mais une exceptionnelle église fortifiée. À l'intérieur de ce bâtiment, les Templiers auraient participé à de sinistres rituels en vénérant la dépouille mortelle de certains saints. Depuis le port de Tortosa, les chevaliers de l'ordre du Temple étendaient leur pouvoir et leur prospérité à travers la Terre Sainte. À 42 km de Tortosa, dans les montagnes intérieures de Syrie, se trouve la tour fortifiée de Chastelblanc. Ce fier donjon quadrangulaire domine à 380 mètres d'altitude la ville moderne de Safita. Safita signifie littéralement en arabe « la tour claire ». Ceci explique peut-être le nom que lui donnèrent les Templiers. Cet édifice est tout à fait unique en son genre. C'est une église fortifiée, autrement dit, l'incarnation architecturale de l'idéal templier, la foi chrétienne défendue par la puissance militaire. Le Chastelblanc est la fusion entre l'appel à la belligérance et l'appel religieux, parce que c'est avant tout une église, mais c'est une église où les vitraux sont remplacés par des meurtrières. Dissimulé dans les 5 mètres d'épaisseur du mur, un escalier secret mène à la terrasse crénelée.
Paul Crawford explore les recoins de l'édifice pour comprendre pourquoi le Chastel Blanc fut bâti sur ce site. Maintenant, je saisis pourquoi les Templiers ont construit un réseau de châteaux dans cette campagne. Nous ne sommes pas ici en plein désert, mais entourés de vergers, de champs d'oliviers, d'orangers et de citronniers. Regardez un peu la richesse et la beauté du paysage. Et ce n'est pas seulement un ravissement pour les yeux, c'est aussi d'un grand intérêt économique, puisque l'exploitation de ces terres rapporte de l'argent. Depuis cette terrasse crénelée, la vue s'étend sur toutes les fortifications environnantes, plaçant l'imprenable Chastel Blanc au cœur d'un réseau défensif. Ce donjon était le pilier d'un réseau de châteaux qui se tenait prêt à défendre ces terres belles, fertiles et rentables. Au premier étage se trouve une chapelle voûtée en berceau, tandis que les deux nefs du deuxième étage servaient sans doute de dortoir à une partie de la garnison. Sous la chapelle avait été creusé un réservoir de 16 mètres de côté. Mais pour les bâtisseurs du Moyen-Âge, l'édification d'une église fortifiée sur cette haute colline fut sans aucun doute un défi considérable. Un édifice comme celui-ci coûte une fortune à bâtir. Regardez l'épaisseur des murs et la taille des blocs de pierre. Vous avez vu avec quel soin ils ont été assemblés? L'historien David Nicholl a étudié la méthode employée par les Templiers pour déplacer des blocs de pierre géants pesant chacun 1 tonne afin d'édifier leur château. Ils utilisaient des grues en bois et des systèmes de poulies. C'était très sophistiqué. Ils disposaient de toutes les techniques dont nous disposons. La seule différence étant que leurs machines-outils étaient faites de bois et de cordes au lieu d'être en acier. Sans électricité ni moteur diesel, la traction exercée provenait de la seule énergie musculaire. Une personne placée à l'intérieur de la roue motrice avait pour fonction d'avancer, exactement comme un hamster dans sa roue. Cette force permettait à la machine de hisser les cordes. C'était très efficace. Non seulement la taille de l'ouvrage est impressionnante, mais aussi la qualité de sa réalisation. Car la moindre pierre était taillée et assemblée avec un soin extrême. Regardez, le bas de la meurtrière est biseauté, de sorte qu'on pouvait voir en contrebas et viser l'ennemi presque à l'aplomb de la tour sans qu'un angle mort ne le protège. Les Templiers avaient la conviction que Dieu les menait et les guidait au combat. On pense qu'à l'abri de leurs églises fortifiées, ces soldats religieux participaient à des rituels dans lesquels ils vénéraient des reliques de saints. L'histoire de la chrétienté a toujours intégré cette notion de contact physique proche avec une personne sainte, par la présence de ses restes et par le toucher. Les reliques en question étaient le plus souvent des ossements ou des lambeaux d'étoffe ayant appartenu à un saint. Mais l'histoire veut que ces rituels aient pu confiner au macabre, avec par exemple la vénération d'un crâne décapité. Ces reliques avaient une telle importance pour les Templiers qu'elles les accompagnaient dans leur bataille pour leur assurer une protection divine. Mais quelle relique pouvait être plus sacrée que celle de Jésus-Christ, Dieu fait homme? On ne peut pas espérer trouver de reliques du Christ puisqu'il est monté aux cieux. Alors nous nous sommes rabattus sur ces objets les plus proches. Ainsi pour beaucoup, la coupe de la scène qui aurait servi au Christ lors de son dernier repas est la relique suprême. Cette coupe, connue sous le nom de Saint Graal, est un mythe depuis des siècles. On prétend que les Templiers, dans leur quête de reliques, auraient déterré le Saint Graal au mont du Temple. Ils en auraient fait leur possession la plus sainte, à protéger au péril de leur vie. Mais rien ne prouve formellement la véracité de cette légende persistante. C'est à l'origine l'invention d'un romancier français du XIIe siècle, Chrétien de Troyes, car jamais les Templiers n'auraient pu conserver cet objet antérieur à eux de plusieurs siècles. Il y avait au Moyen-Âge des gens qu'on qualifierait aujourd'hui d'écrivains de science-fiction. Ils trouvaient plaisant de mettre en rapport le Saint Graal avec les préceptes des Templiers. Associés fussent symboliquement, les impénétrables Templiers et la sérénissime icône de la chrétienté auraient donc été la fantaisie suprême du Moyen-Âge. Le problème est que la légende a pris corps au point de passer pour un fait avéré, alors que c'est imaginaire. En gommant virtuellement les habitations contemporaines de Safita, on voit apparaître le Chastel Blanc tel que les Templiers l'ont sans doute connu.
Au sommet de sa colline pentue, protégée par 2 murs d'enceinte concentriques, l'église fortifiée était effectivement sous très haute surveillance.